Allez, messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec le secrétaire général du comité intervillageois de la commune de Niassa qui rend l'âme des suites d'un malaise. Il était auditionné la veille pour les besoins de l'enquête après le massacre de Bofa. Nous serons en ligne avec Boubacar Diassi pour les détails. Les précisions de Cheikh Mansour Diouf, le président du comité de pilotage du sommet mondial sur la paix organisé par le mouvement Moon, se défend d'être à la solde des francs-maçons. Il estime que cette organisation œuvre pour la paix. Vous l'entendrez dans ce journal. Malaise à l'agence de presse sénégalaise. Les observateurs, les travailleurs plutôt, observent le service minimum dans le travail. Ils ont tenu un sit-in ce matin pour rappeler aux autorités la nécessité de procéder à une restructuration de l'APS. Et puis Ouakam affiche sa satisfaction après la levée de la suspension de l'USO par le tribunal arbitral du sport. À suivre la réaction des dirigeants et supporters qui veulent retrouver leur place en Ligue 1 sénégalaise. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons de ce pas à Ziguinchor retrouver Boubacar Diassi avec le décès du secrétaire général du comité intervillageois de la commune de Niassa. Boubacar Diassi, vous êtes en ligne. Bonsoir. Bonsoir, ciao. Alors, Boubacar, vous confirmez donc cette histoire de décès qui est survenue juste après l'audition du secrétaire général du comité intervillageois de Niassa pour les besoins de l'enquête de Bofa. Nous confirmons cette information, Cheikh Tidiane Diao. Il s'appelait Bourama Toumbulu Sané. Il a été convoqué mardi dans le cadre de l'enquête relative au massacre de Bofa Bayot qui, rappelons-le, avait fait 14 morts. Bourama Toumbulu Sané avait donc été convoqué le mardi à la gendarmerie pour être entendu. Il a été entendu selon ses parents jusqu'à 0 heure. Il a été ensuite demandé, et on lui a demandé de retourner chez lui et de revenir le lendemain, mercredi à 15 heures. C'est en allant justement à répondre aux enquêteurs à la gendarmerie qu'il s'est affalé, il est tombé alors en cours de route. Il a eu justement un malaise et il est tombé. Alerté, la gendarmerie s'est amenée sur les lieux pour l'évacuer aux urgences de l'hôpital régional de Ziguinchor. Et ce jeudi à 17h, nous apprenons son décès aux urgences justement de l'hôpital régional de Ziguinchor. Bourama était, comme vous l'avez dit, le secrétaire général du comité intervillageois de la commune de Niassia qui a été mis sur place ce comité dans le cadre de la protection de la nature, mais aussi de la forêt de Bofa, du Bayot Est. Bourama, nous l'avions même interviewé il y a quelques semaines seulement dans le cadre de la protection de cette forêt. Bourama était âgé de 60 ans. Il a laissé une épouse et une dizaine d'enfants. Les témoignages dans le quartier de Grand Dakar où il habite ici et d'où nous vous répondons font état d'un homme convivial, un homme de paix, un homme engagé dans toutes les manifestations du quartier, aussi bien islamiques que des manifestations de développement. Le chef de quartier que nous avons également pris a parlé de son abat. Il nous a confié qu'il était un chef de quartier abattu, mais il a également témoigné de bonnes choses sur l'homme. Il a déclaré que l'homme était un homme engagé, comme l'ont dit les populations, dans toutes les manifestations publiques du quartier. Voilà, Boubacar Diassi, pour le moment, il n'y a pas d'autopsie, j'imagine. Est-ce qu'on peut parler de corrélation entre son audition et sa mort ? Alors, le rapprochement serait un peu risqué, venant d'un journaliste que nous sommes, mais il faut dire que c'est effectivement dans le cadre de l'enquête ouverte suite au massacre des 14 personnes à Bofa Bayot que l'homme a été convoqué à la gendarmerie. Il a été entendu une première fois. C'était donc pour la deuxième audition qu'il s'est affalé en cours de route. Le
rapprochement ne saurait être exclu, mais peut-être risqué. Mais les parents nous ont donc promis, donc nous ont dit que l'enterrement est prévu pour demain 14h. Si une enquête donc est ouverte, forcément le procureur donc pourrait ne pas autoriser donc l'inhumation de Bourama Sané demain. Si ce n'est pas le cas, ben forcément il sera enterré demain à 14h. Merci Boubacar Diassi. Certainement nous reviendrons sur cette histoire du décès du secrétaire général du comité intervillageois de la commune de Niassia plutôt. Cheikh Mansour Diouf se défend d'être franc-maçon et de travailler pour les intérêts de ces personnes. Le président du comité de pilotage du sommet mondial sur la paix organisé par le mouvement Moon estime que cette organisation œuvre pour la paix. Les explications dans ce sujet signé Fatou Bintou Conté et Modou Diop. Un sommet mondial pour la paix et le Sénégal a abrité cette rencontre. Un sommet des francs-maçons pour certains, car organisé par la FPU, la Fédération pour la paix universelle. Un fait que Cheikh Mansour Diouf, président du comité de pilotage, relativise. C'est un sommet qui regroupe tout le monde. Et dans tout le monde, il y a toutes les confessions, toutes les croyances, toutes les religions. Moi, ce que je sais, moi, Cheikh Mansour Diouf, je suis musulman, je ne crois qu'en Dieu, qu'au prophète Mohammed et à Serigne Touba. Ces gens-là ne m'ont jamais appelé à quelque chose d'autre que la paix. Ils m'ont invité chez eux, ils m'ont reçu chez eux. Parce que c'est des francs-maçons ou quoi? Non, je prends. Moi, tous les francs-maçons du monde peuvent se retrouver. Ils me donnent, je prends et je mets au service de Dieu. Pour Cheikh Mansour Diouf, rien n'empêche la tenue de ce sommet qui appelle à la paix dans le monde, même si cette organisation est d'une autre obédience religieuse. Pourquoi je refuserais de tendre la main à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu pour qu'il voit le charme de l'islam et me suivre dans l'islam? Si les autres, ce qu'ils ont n'est pas bon, et ils osent m'affronter moi, pourquoi fuir? Je me mets en face d'eux et tout ce qu'ils sont en train de faire de bon me réconforte dans ma position de talibé de Cheikh Khadim. Les organisations islamiques sont là en train de se tuer et de s'entretuer. On ne dit pas ça. Moi, je cherche quelqu'un qui m'aide à pacifier ma religion là. Et quand je leur ai dit la condition pour laquelle je vais adhérer à ce sommet, c'est que l'islam il soit fortement représenté et qu'on lui permette de lancer la parole de l'islam. D'ailleurs, il fait savoir que ce sommet pour la paix a eu des retombées économiques très importantes pour le Sénégal. C'est que ce sommet a des retombées économiques parce qu'aujourd'hui, il y a 1200 personnes qui sont invitées à Dakar, qui ont occupé tous les hôtels de la place, sont pleins pendant des jours. Donc c'est le tourisme même religieux et étatique et tout qui a été prôné au niveau de Dakar. En tout cas, la polémique est là, même s'ils s'en défendent. Justement, la franc-maçonnerie, on en parle de l'avis du communicant politique Serigne Saliou Samb. Le Sénégal est devenu une cible des sectes maçonniques qui ne se cachent plus et c'est une menace pour la jeunesse sénégalaise. Il a rencontré Alassane Ba et Mohamed Dian. Et le débat continue, ou la polémique, la franc-maçonnerie. Un congrès avorté au King Fahd et quelques jours après sur les réseaux sociaux. C'est un sommet coiffé par un mouvement supposé appartenir à des francs-maçons et le choix du pays de la Teranga s'explique. Un pays pivot dans l'espace CEDEAO, un pays important dans la Oumma islamique, c'est-à-dire dans l'organisation de la conférence islamique, un pays qui sert de porte d'entrée à l'Europe, à l'Amérique et même au monde arabe. N'oubliez pas aussi que parmi leurs cibles, il y a des pays où l'éducation n'est pas très bien développée, des pays où il y a la pauvreté et des pays où aussi il y a des religions révélées. Parce que parmi les cibles des loges maçonniques, il y a les religions révélées que sont l'islam, le christianisme et le judaïsme. D'ailleurs, c'est là quand même que le choix du Sénégal est important. Pourquoi? Parce que c'est un pays où il y a 95% de musulmans, disons 5% de chrétiens, et où il y a quand même une harmonie, une parfaite cohabitation entre les religions et les confréries. Et c'est peut-être cette stabilité et cette opportunité, cette situation que les loges maçonniques veulent exploiter pour recruter. À visage découvert, il ne se cache plus. Une menace alors, surtout pour la jeunesse, de la vie du communicant politique. Pour un peu tromper la vigilance des sentinelles et se cacher derrière d'autres formes de rencontres où, comme vous l'avez dit, il y aura la présence des officiels, des religieux
et des personnels de la société civile pour un peu se servir de caution. Effectivement, cela peut servir de danger pour notre jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse est très vulnérable et les francs-maçons le savent. Non seulement les jeunes sont vulnérables, ils sont désœuvrés, ils sont frappés par le chômage, mais aussi ils sont sensibles donc aux effets d'annonce qui passent par les médias et les réseaux sociaux. Donc ce sont tous ces canaux-là que les francs-maçons exploitent pour recruter. Et croyez-moi, il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui tombent dans leurs bras. Donc je suis affirmatif pour dire que ces genres de réunions ou bien ces genres de loges constituent quand même une menace, parce que jusqu'ici quand même la jeunesse sénégalaise était une jeunesse dévouée quand même à la religion, au travail, au patriotisme. La polémique s'installe, le pays de la Teranga, devenu la cible des sectes maçonniques. Alassane Ba, Macky Sall reçoit le prix du leadership et de la bonne gouvernance en prix d'une valeur de 50 millions de francs décerné lors du sommet pour la paix universelle. Le chef de l'État compte partager l'argent entre le centre Talibou Dabo et SOS Village. Je vous propose de l'écouter au micro de Fatou Bintou Kanté et Modou Diop. J'accepte avec humilité la distinction que vous venez de me remettre. Je vous en remercie bien vivement. Cette distinction symbolise, à mes yeux, non un couronnement, mais un encouragement dans la quête de nos idéaux partagés au service du bien commun. Je voudrais également vous remercier, Madame Moun, pour cette grosse enveloppe qui accompagne le prix. C'est une enveloppe de 50 millions que, à mon tour, je vais dédier à 2 établissements qui œuvrent quotidiennement pour le bien-être des enfants handicapés, le centre Talibou Dabo de Grand Yoff et le village SOS qui accueille des orphelins. Donc, ils se répartiront les 50 millions à raison de 25 millions chacun. Vous l'annoncez dans les titres, mouvement d'humeur à l'agence de presse sénégalaise. Les travailleurs observent le service minimum ce matin. Ils ont tenu en sit-in pour rappeler aux autorités la nécessité de procéder à une restructuration de l'APS. Compte rendu signé Boukar Ndour et Pape Sangoné Baye. À l'agence de presse sénégalaise, la bataille continue. Ce sitting dans les locaux de l'agence montre la détermination des travailleurs pour une restructuration totale de l'APS. L'État du Sénégal doit nous donner des moyens conséquents en réponse donc en rémunérant le service public que nous livrons. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'APS également, de façon générale, doit se restructurer sur le plan rédactionnel, etc., pour mieux répondre aux besoins actuels du paysage médiatique sénégalais. Le problème qui a été soulevé au Conseil des ministres par le chef de l'État, ces travailleurs exigent que ça soit appliqué dans les plus brefs délais. Nous apprécions avec bonheur le fait que la question de l'APS ait été au centre des débats en Conseil des ministres hier, et nous apprécions également les directives claires que le président de la République a données à son gouvernement pour que les problèmes de l'APS soient résolus. Nous voulons juste attirer l'attention sur un fait. Les deux termes qui nous engagent le plus sont l'accélération, donc la célérité, et la modernisation. Bamba Kassé et compagnie luttent pour une égalité par rapport aux autres agences de l'État, à savoir la RTS et le Soleil. Nous vous parlions hier du retard dans le paiement des étudiants orientés dans le privé. Le chef de l'État a donné instruction à ce que l'argent puisse entrer rapidement dans les caisses des établissements concernés. Ces derniers s'en félicitent. Les détails dans cet élément signé Mambiram Diouf et Mohamed Dia. C'est une lourde ardoise que leur doit l'État des arriérés des frais d'études des étudiants orientés dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Selon nos estimations, l'État nous doit à peu près 16 milliards. Donc, et cela est le cumul d'arriérés qui datent de 2013 jusqu'à nos jours. Et chaque année, effectivement, on recevait une partie, l'autre partie est reportée à l'année suivante. Donc, ce qui fait que ce cumul maintenant fait 16 milliards et l'État s'apprête même à nous envoyer encore
11 000 étudiants, ça veut dire que cette enveloppe-là va augmenter. Pour assurer la formation de ces étudiants orientés et protéger les emplois, la réaction de la plus haute autorité en Conseil des ministres mercredi pour le paiement rapide du montant dû est rassurante, d'après lui. Dans le texte liminaire que nous avions prévu même de lire, il y avait un délai. Mais quand le président de la République a réagi hier, nous avons enlevé ça, parce que c'est une autorité, c'est la plus haute personnalité de l'État. Nous n'allons jamais quand même donc, lui manquer de confiance. Donc ces étudiants-là n'ont plus de quoi s'inquiéter aujourd'hui? Pour le moment, ils n'ont pas de quoi s'inquiéter, puisque le président de la République a dit, effectivement, a donné des directives pour régler définitivement ce problème. La Fédération des établissements privés d'enseignement supérieur regroupe 52 écoles et assure la formation de quelques 40 000 bacheliers pour un forfait de 400 000 francs. Le président Emmanuel Macron attendu à Saint-Louis dans la première semaine du mois de février. Les pêcheurs de la langue de Barbarie attendent avec impatience les retombées de cette visite pour faire face à l'avancée de la mer qui a emporté plusieurs maisons à Guet-Ndar, Santhiaba et Gorumbach. C'est une correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seck. Le président Emmanuel Macron est attendu à Saint-Louis au début du mois de février, une visite confirmée par le chef de l'État français lui-même lors d'une rencontre à Paris. Pour l'éducation, j'irai donc à Saint-Louis et l'Agence française de développement rajoutera une ligne de financement pour ce qu'on a vu tout à l'heure et ce sur quoi j'ai été interpellé. À Saint-Louis, particulièrement dans le quartier de Guet-Ndar, les pêcheurs attendent les retombées de cette visite pour faire face à l'érosion côtière qui menace des milliers de familles. En réunion à Barakba, un lieu mythique où les sages prennent toutes les décisions importantes, acteurs et autorités locales se mobilisent pour l'accueil. Ils ont aussi affirmé les attentes des populations. La mer est en train de gagner la ville et nous espérons que la Banque mondiale, la France ont un rôle de nous aider pour que la mer ne puisse pas gagner la ville. Je pense que nous espérons un financement, nous espérons une aide, nous espérons un soutien pour que vraiment Saint-Louis puisse rester Saint-Louis. Depuis quelques mois, les travaux de la digue de protection ont démarré sur le littoral. Les pêcheurs apprécient mais demandent plus au chef de l'État français. Effectivement, le président Macky Sall est en train, en ce moment, de faire le mur qui est en train d'être fait depuis Gorumbach. Nous espérons aussi du président Macron et du président de la Banque mondiale d'autres financements et d'autres soutiens pour que Saint-Louis puisse rester Saint-Louis, pour que Saint-Louis ne meure pas. Le président Emmanuel Macron sera bien accueilli à Saint-Louis. Selon les acteurs de la pêche à Guet-Ndar, Santhiaba, Gorumbach et Hydrobase, dans tous ces quartiers, les pêcheurs ont déjà sonné la mobilisation pour lutter contre l'érosion côtière qui a déjà détruit plusieurs maisons. Ousseynou Diop, nous parlons à présent de toute autre chose avec l'espace numérique de la présidence à Thiès pour sensibiliser les jeunes élèves et étudiants sur les dérives sur Internet. Occasion pour Ousmane Thiongane de présenter la plateforme et les supports numériques de la présidence sur le plan local. Les autorités appellent les jeunes à plus de responsabilités. Cher Anta Diop, c'est la tire. Ils sont venus des différents établissements scolaires et universitaires de la ville de Thiès pour les besoins d'une journée de partage portant sur les activités de l'espace numérique mobile. Il est tout à fait normal de présenter aux jeunes les plateformes des supports numériques de la présidence qui permettent de partager à temps réel les informations, les projets et les réalisations du chef de l'État. Cet espace numérique mobile est un moyen d'informer la presse, les jeunes, les populations de manière générale sur toutes les actualités du président de la République. Il permet de partager l'information à temps réel, mais également de partager surtout les projets et réalisations du chef de l'État dans le pays, mais également surtout dans la région de Thiès avec ces jeunes qui vont utiliser ces mêmes supports numériques, donc leurs comptes réseaux sociaux, pour pouvoir partager. L'adjoint au gouverneur de Thiès a souligné l'importance de la révolution numérique. Il n'a pas manqué de sensibiliser les jeunes sur les dérives notées ça et là. Le numérique aujourd'hui est incontournable dans notre vécu quotidien, aussi bien dans tous les domaines, la santé, l'éducation, l'informatique, mais également d'autres aspects. On voit effectivement que le numérique sert à régler beaucoup de problèmes. Mais malheureusement aussi, on sait que dans ces avantages, effectivement, il y a des inconvénients. Et justement, ces inconvénients, il faut aussi en parler. Dans le cadre de l'utilisation des réseaux sociaux, Ousmane Thiongane a demandé aux jeunes de faire preuve d'éthique et de responsabilité.
Concurrence déloyale et beaucoup d'auberges et d'hôtels qui ne sont pas en règle. Le gouvernement veut rectifier le tir. Un nouveau code se prépare qui, selon le conseil technique du chef de l'État en charge du tourisme, Abdou Mboup, va éliminer cette concurrence déloyale et réglementer le secteur. En atelier s'est tenu ce matin sur la problématique. Abdou Mboup, que je vous propose d'écouter au micro d'Alassane Ba et Mohamed Dian. La concurrence déloyale. Si on laisse les auberges, les hôtels s'implanter de manière anormale, n'est-ce pas, le tourisme ne pourrait pas profiter réellement au Sénégal. Vous savez, le tourisme est un produit d'exportation à consommation intérieure. Comment faire de sorte que les populations qui gèrent ces hôtels-là, qui sont bien réglementés, puissent vraiment s'annoncer, payer les taxes, normalement, ne pas faire ce qu'on appelle la clandestinité. Dans tout secteur a besoin d'une organisation. Donc la réglementation est de vigueur, le classement des hôtels pour vraiment éliminer, supprimer complètement la concurrence déloyale. Comment réglementer la profession touristique? Les compagnies aériennes, les ventes de voyages touristiques par exemple, les compagnies aériennes qui opèrent bien entendu dans le domaine, mais quand même laisser la vente par exemple de billets d'avion aux gens de voyage que gèrent les fils de ce pays-là. Au-delà des hôtels, il y a les gens de voyage, mais aussi la profession de guide. Comment sécuriser cela? Mais je veux aussi aborder une question extrêmement importante, cette transversalité, cette question de transversalité du tourisme. Si vous prenez par exemple une politique majeure comme l'acte 3 de la décentralisation, qui identifie les pôles économiques comme à l'image des zones touristiques du Sénégal. Comment impliquer les collectivités territoriales dans la définition et dans la promotion de leur territoire? C'est extrêmement important. Prise en charge, approche clientèle, modernisation du réseau. La Sénélec veut faire mieux en 2018 en termes de production et gestion de l'offre. Environ 150 millions de francs CFA, le budget prévu pour toutes les réalisations. Selon le directeur général de la Sénélec, Makhtar Cissé, rien ne sera plus comme avant. La Société nationale d'électricité travaille aussi à stopper l'importation des ampoules. On manque à gagner pour le Sénégal. Ils ont fait face à la presse hier, compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Nouvelle an, nouveau visage, nouvelles offres. La Sénélec modernise ses réseaux. On avait un parc qui était à 100% thermique, importation de fuel, de gasoil, donc notre parc était à 100% thermique. En dehors des 10% d'hydroélectricité que nous tirons de Manantali, aujourd'hui, on en est à un pourcentage d'énergie renouvelable, d'énergie solaire de 20%. Nous avons entamé une réflexion en interne pour essayer de fabriquer au moins les matériaux de base au Sénégal. Centrale à réhabiliter, qualité de service à améliorer, le défi du développement est lourd. Nous sommes à 4 centrales solaires, une 5e est déjà prête à Kaoun de 20 MW pour être inaugurée. Et une autre en cours de construction à Dias qui va appartenir à Sénélec de 25 MW. C'est dire que le défi de la production a été relevé avec un mix énergétique et donc une énergie beaucoup plus propre. Donc on a eu le souci d'économie et globalement l'étude, la réalisation, le changement, c'est moins de 150 millions de francs CFA. Une société autrement connectée. Makhtar Cissé donne des garanties aux 500 000 ménages qui se plaignent encore de la cherté du prix de l'électricité. Nous parlons à présent de l'intérêt de la formation au métier de la photographie. Pour l'artiste photographe Ousmane Ndiaye Dago, les jeunes doivent s'organiser et qu'il est important également de mettre en place des écoles de formation. Je vous propose de l'écouter, il est interrogé par Aïssatou Paye et Mardien. Dans notre culture, nous on pense que la réussite c'est l'université, donc c'est le sommet. Alors si tu ne réussis pas, donc tu es dehors, tu crées un métier, donc tu deviens photographe, tu deviens caméraman, tu deviens réalisateur. Alors moi je pense que, moi j'ai eu mon bac, j'ai fait 5 ans les beaux-arts à l'Académie des beaux-arts d'Anvers. Donc maintenant au Sénégal ou partout ailleurs, si vous voulez devenir un photographe, il suffit d'aller dans l'aide, on vous demande bac plus 5 ans. Donc il faut aussi l'école, c'est-à-dire l'école ne crée pas un artiste, mais à l'école on enseigne
même pour par exemple les couleurs complémentaires, l'anatomie, la perspective, ainsi de suite. Moi, je pense qu'il nous faut cet aspect-là pour aller plus loin et être dans la qualité. Parce que si on parle photographie, peinture, il faut qu'il y ait la qualité. Et la qualité, c'est l'école. C'est pourquoi moi, je pense que c'est une bonne chose que Nikon vienne à Dakar pour qu'il y ait une formation continue. On l'a annoncé ici hier, l'Union sportive de Ouakam n'est plus suspendue. Une décision du tribunal arbitral du sport. L'amende de 10 millions de francs réduite à 500 000. L'USO salue et espère réintégrer à la Ligue en sénégalaise. Chertidiane John et Pape Sangone Mbaye se sont rendus sur place à Ouakam. La suspension pour 5 ans de l'USO, levée par le tribunal arbitral du sport, les dirigeants du club se disent satisfaits, justice est rendue. L'US Ouakam s'était battu, mais c'était contre les sanctions qui ont été infligées à l'Union sportive de Ouakam par la Ligue et la Fédération sénégalaise de football. Donc par rapport à cette décision-là, que nous avons toujours estimée disproportionnée, nous estimons que justice a été rendue, effectivement. L'amende de 10 millions de francs CFA, également réduite à 500 000 francs par le TAS, un espoir pour l'Union sportive de Ouakam de réintégrer la Ligue 1. Nous avons été entendus partiellement parce que le TAS il a dit que l'Union sportive de Ouakam va payer une sanction à hauteur de 500 000 francs CFA, que l'Union sportive de Ouakam, pour les autres sanctions qui ont été prises, à savoir la suspension, à savoir la relégation, ces sanctions ont été levées par le TAS. Donc ce qui veut dire que normalement, à la lecture de la décision du TAS aujourd'hui, l'Union sportive de Ouakam doit réintégrer le championnat en Ligue 1. Même si le club du village traditionnel reçoit le Stade de Mbour en Ligue 1, la rencontre sera jouée à huis clos. C'est le TAS qui a dit dans sa décision pour la saison 2017-2017, cette actuelle la saison-là, que si l'Union sportive de Ouakam arrivait ou devait jouer contre le Stade de Mbour, que ce match serait joué à huis clos. Donc ça, c'est une décision du TAS. Je ne peux pas faire d'appréciation tant que le club ne s'est pas prononcé officiellement. Et ça, ce sera fait demain pendant la conférence de presse. Pour rappel, 10 jeunes ont été arrêtés suite au drame de Demba Diop qui avait fait 8 morts. Sur ce, notamment, l'ISO patiente car l'affaire suit toujours son cours. Les supporters de l'USO se félicitent de la décision du TAS qui permet à leur équipe de réintégrer la Ligue 1 sénégalaise. Ils demandent tout de même aux autorités en charge du sport sénégalais de veiller à la sécurité dans les stades. C'est ce qui ressort de ce micro-trottoir signé Aminata Mbaresso. En tant que supporter de l'USO, je suis soulagé d'entendre la levée de la suspension. L'US Ouakam est une équipe qui a une importance capitale dans le championnat sénégalais. La sanction a été levée, bon, on est content avec ça, parce qu'on comprenait que ça va se lever. Parce qu'on dirait que nous, on nous a puni une punition qu'on n'était pas prêt à l'accepter. Tout sportif devrait se féliciter de cette décision du tribunal arbitral du sport. La violence, il n'y aura pas. C'est fini de violence. On ne peut pas dire qu'il y aura la violence. À partir de ce moment-là, il n'y a plus la violence. Parce qu'on connaît ce qu'il faut faire à Ouakam. Il y a des encadrements qui sont là, il y a des dirigeants qui sont là, il y a des connaisseurs de football qui sont là. Et on connaît très bien ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Prions pour que des événements malheureux de ce genre ne se reproduisent plus. Et ce matin, quand j'ai entendu que le tribunal arbitral du sport a un tout petit peu levé les sanctions à l'encontre de notre équipe, j'étais très contente.
Voilà, notez que la Ligue sénégalaise de football professionnel est en train de se réunir depuis 17h pour voir la conduite à tenir face à cette décision du tribunal arbitral du sport. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.